Bonjour, bienvenue sur cette vidéo. Alors aujourd'hui nous allons parler du texte que vous avez la chance de pouvoir lire en autonomie et ensuite de discuter avec votre professeur de philosophie. J'ai été très content de vous avoir rencontré cette semaine en présentiel. J'espère que très vite nous allons nous retrouver dans une salle de cours et d'affronter dignement, sereinement et prudemment le contexte compliqué dans lequel nous nous trouvons. En tout cas, vraiment, je remercie toutes les classes avec qui j'ai pu avoir cours, classe de terminale, c'était de très bons moments. Alors, revenons à nos moutons. Donc aujourd'hui, je vais vous emmener dans l'Antiquité grecque. J'ai dit l'Antiquité grecque, ça après c'est des loisirs quand on aura bien travaillé. Alors je vais vous emmener dans l'Antiquité grecque et nous allons travailler sur l'allégorie de la caverne. L'allégorie c'est ce qui nous permet de faire comprendre une idée, un concept en recourant à une illustration concrète, notamment en l'occurrence là l'histoire que nous raconte Platon de ces prisonniers dans la caverne. C'est un extrait du livre 7 de la République. Il existe deux traductions, celle de Bakou que j'ai utilisée et également une plus récente de Georges Leroux avec tout un ensemble de notes très intéressantes. Alors, pourquoi étudier l'extrait du livre 7 de l'allégorie de la caverne tel que le raconte Platon dans ce grand A? Peut-on atteindre la vérité? Eh bien parce que dans cet extrait, vous voyez, on va annoncer un peu la thèse de l'auteur. Dans cet extrait, en fait, il y a une illustration très intéressante montrant le passage difficile de l'illusion à la vérité. Le cheminement, la démarche de Platon va du plus illusoire, l'illusion, ce qui n'existe pas et qu'on croit être vrai. Donc la démarche de Platon va du plus illusoire au plus réel, de ce qui est le plus obscur au plus lumineux. Alors je n'ai pas le temps de traiter que chez Platon, la recherche de la vérité se rapporte au bien, et que le bien égale le beau égale la vertu. Tout ça, j'ai pas le temps. Je voudrais quand même vous lire une très belle citation de la République. L'idée du bien est l'objet de la science, la plus haute. Alors tout ça, j'ai pas le temps. Ce que je vais faire, c'est que je vais rester sur l'extrait qu'on a étudié. Comment est-ce qu'on passe de l'illusion, vous voyez, à la vérité? Comment on passe de l'ignorance à la connaissance? Et qu'il y a différents degrés de connaissance. On va de plus en plus haut jusqu'à la noésis, le stade ultime de la connaissance. Je vais expliquer ce que c'est par la suite. Alors, dans le texte de Platon, on va dire qu'il y a trois composantes. Il y en a une quatrième, c'est la redescente dans la caverne, mais ça, on n'a pas le temps de le traiter. Je vais traiter trois composantes sur quatre de l'allégorie de la caverne. Premièrement, le descriptif de la caverne et la façon dont on parle dont Platon parle des prisonniers. Deuxièmement, qu'est-ce qui se passe quand on libère un prisonnier? Et troisièmement, l'ascension vers la lumière, le prisonnier que l'on a détaché et qui va se retrouver à l'extérieur de la caverne. Là, il y a déjà quelque chose de très important chez Platon. La caverne, c'est le monde sensible, le monde des sens, les yeux, l'odorat, la bouche, bref, les sens. Et ça, c'est le monde de la caverne. Et ce monde sensible, ce monde de la caverne, ce monde des sens, il est trompeur. Il est trompeur. Et une fois qu'on est sorti de la caverne, on va atteindre le monde des idées, le monde de l'intellect, le monde intelligible, et c'est dans ce monde-là uniquement que l'on peut prétendre, essayer d'atteindre la vérité, mais que ça va être très difficile. Alors, prenons le texte, allons droit à l'essentiel. Alors, prenons la première partie du texte, la façon dont Platon décrit l'intérieur de la caverne et dont il parle des prisonniers qui s'y trouvent. Alors, cette
cette caverne est décrite précisément par Platon. Il parle d'une demeure souterraine en forme de caverne qui a une entrée ouverte à la lumière. Cette caverne serait peut-être celle du mont Ida en Crète, où on célébrait des mystères. Donc Platon décrit cette caverne. Il parle des hommes qui sont là depuis leur enfance, qui ont des jambes et le cou enchaînés, et ils ne peuvent pas bouger. Ils sont immobiles comme ça et ils regardent devant eux des ombres qui se reflètent sur un mur. Tout ce qu'ils voient, ce sont ces ombres qui se reflètent sur le mur. Ils ne voient pas que derrière eux, il y a une petite allée, il y a des montreurs de marionnettes qui sont derrière un mur, qui tiennent des objets, et derrière ces objets, il y a un feu. Le feu, donc, envoie de la lumière, et cette lumière fait que les ombres se reflètent sur les murs. Les prisonniers ne voient que les ombres qui se reflètent sur les murs, et certainement pas, vous voyez, les cloisons qui sont derrière elles, et les montreurs de marionnettes qui tiennent ces objets. Dire qu'ils sont là depuis l'enfance, ça veut dire que ces prisonniers, c'est-à-dire ces individus non libres, ça c'est important chez Platon, ces prisonniers, ces individus non libres, dire qu'ils sont là depuis l'enfance, ça veut dire qu'ils se sont habitués. Ils se sont habitués à l'obscurité, ils se sont habitués à voir des ombres sur le mur, ils se sont habitués à ces illusions, à ce que l'on pourrait appeler des simulacres, des imitations imparfaites de la réalité. Platon va critiquer les poètes, par exemple, dans le livre 2 de la République, parce qu'ils reproduisent imparfaitement la réalité et ils font croire que c'est la vérité, alors que ce n'est qu'une imitation imparfaite de ce qui existe. Donc ces prisonniers, ils voient des apparences, ils voient des illusions sur le mur, c'est-à-dire des choses qui n'existent pas et qu'ils pensent être vraies. Donc ces prisonniers, ils sont immobiles, ils ne peuvent pas bouger, et ils sont habitués à tout ça, ils sont habitués à ce qu'ils voient, ils sont habitués à la lumière, ils sont même habitués à la position de leur corps. Ces prisonniers ne peuvent pas se tourner, et voir ce qu'il y a derrière eux. Et Platon dit une phrase, je trouve, à la fois remarquable et terrible dans cet extrait. Il nous dit que ces prisonniers nous ressemblent, je cite l'extrait, « Voilà, s'écria-t-il, Glaucon, un étrange tableau et d'étranges prisonniers. Ils nous ressemblent, répondis-je, c'est-à-dire répondit Socrate. Ben oui, ces prisonniers nous ressemblent. Et ça veut dire, pour Platon, ces prisonniers ressemblent aux citoyens athéniens se croyant libres. Ben, c'est pas parce qu'on se croit libre qu'on l'est vraiment. Platon va connaître la mort de Socrate dans l'Athènes démocratique, il va connaître le règne des sophistes, de l'opinion, le règne même d'une certaine expansion impérialiste, des guerres que va mener cette cité. Et donc Platon dit que ces prisonniers, finalement, ressemblent à nous, ces citoyens de la démocratie athénienne. Mais peut-être aussi, il faudrait se demander si ces prisonniers ne nous ressemblent pas aussi à nous, ces citoyens prétendument éclairés du XXIe siècle, ces individus prétendument civilisés, évolués, modernes. Le très beau livre de Bruno Latour, Nous n'avons jamais été modernes. Là, vous voyez, peut-être que nous, qui nous croyons libres, qui nous croyons détenteurs de la vérité, ce XXIe siècle et cette terrible pandémie qui frappe notre époque, fait ressurgir quand même pas mal de choses sur le règne de l'opinion, sur les préjugés. Il suffit de voir, voilà, un peu tous ces débats autour du masque, ces débats autour du Covid. Je ne sais plus qui avait dit ça va s'arrêter en juillet, ça ne va pas toucher les pays où il y a une forte chaleur, enfin toutes ces opinions de sophistes qu'on balance avec ce que Bourdieu appelle la rhétorique de la scientificité. Peut-être que ces prisonniers nous ressemblent, nous, les individus du XXIe siècle. Deuxième partie du texte, prenons la deuxième partie du texte. Dans la deuxième partie du texte, Platon va parler d'un prisonnier qu'on va délivrer. Il ne se délivre pas tout seul. Le on ne sait pas qui c'est. Je cite, «
considère maintenant ce qui arrivera naturellement si on les délivre, il parle des prisonniers, si on les délivre de leur chaîne et qu'on les guérisse de leur ignorance. Être ignorant, c'est être malade, c'est être prisonnier et c'est être malade, être ignorant. Donc, à un moment, on va pas détacher tous les prisonniers, vous imaginez, on va détacher un prisonnier. On va détacher, dans cette deuxième partie du texte, on va détacher un prisonnier, on va le forcer à se dresser, vous voyez, à se lever, on va le forcer à tourner son cou, à lever les yeux, à regarder la lumière du feu, à voir ces objets derrière lui qui se reflètent sur le mur. Et qu'est-ce qui va se passer quand on aura fait ça? Eh bien, ce prisonnier, à première vue, on pourrait se dire, ah ben voilà, il a atteint la vérité. Pas du tout, pas du tout, ne soyons surtout pas naïfs, la vérité ne s'atteint pas aussi facilement qu'on le prétend. Non, non, ce prisonnier qu'on a forcé à se lever, etc., ben, qu'est-ce qui lui arrive? Il est tout d'abord ébloui par la lumière. Je cite un autre extrait. Si enfin, en lui montrant, on parle du prisonnier, si enfin, en lui montrant chacune des choses qui passent, on l'oblige à force de questions à dire ce que c'est, ne penses-tu pas qu'il sera embarrassé et que les ombres qu'il voyait tout à l'heure lui paraîtront plus vraies que les objets qu'on lui montre maintenant? Ben, ce prisonnier, il est habitué à voir l'illusion, l'apparence, les simulacres. On le détache et on lui dit, tiens, regarde, voilà, les ombres sur le mur, c'est des objets que des montreurs de marionnettes reflètent. Ben, le type, il va pas dire, ah oui, oh ben, qu'est-ce que j'ai été bête, je viens de découvrir la vérité. La vérité ne nous tombe pas dessus comme ça. C'est une quête, c'est un cheminement, c'est une ascension difficile et douloureuse. Donc même, vous voyez, en fait, quand vous êtes habitué aux préjugés, à l'illusion, à être dans un monde de croyances, d'opinions, c'est pas parce qu'on va à un moment vous apporter la vérité que vous allez la reconnaître et la faire vôtre. Non, non, vous allez rejeter la vérité comme une vulgaire crotte de caniche et vous allez préférer, c'est-à-dire, bon, ben voilà, l'illusion à laquelle vous êtes habitué et quelque part dans laquelle vous vous sentez confortablement installé. C'est ça que nous dit Platon. Et si on le force à regarder la lumière elle-même, ses yeux n'en seront-ils pas blessés? N'en fuira-t-il pas la vue pour retourner aux choses qu'il peut regarder, c'est-à-dire le monde sensible, le monde des sens? Ben, le prisonnier, il est habitué à regarder avec ses yeux. Bon, faut pas toucher les yeux. Je les ai pas touchés d'ailleurs, c'était pédagogique, c'était pour vous montrer. Quand on touche les yeux, il faut laver les mains avant et après. Enfin, après, bon, bref. Vous voyez, le prisonnier, il est habitué à voir les choses avec ses sens, avec ses yeux. Donc il a ses yeux, il voit sur le mur des ombres et il va dire, voilà, la vérité c'est ça, c'est-à-dire c'est quelque chose que j'ai l'impression, à travers mes sens, qui est vrai. Mais les sens sont trompeurs, dit Platon. Les sens sont trompeurs. Et ça va être la troisième partie du texte. Et je tourne la caméra pour éviter que vous vous ennuyiez et que vous bavardiez. Je plaisantais. Bon, je reprends. Donc, troisième partie du texte. Bon, bah, qu'est-ce qui se passe quand on a détaché le prisonnier et qu'on le force à sortir de la caverne. On le force à sortir du monde des sens. Du monde des sens. Et on va le forcer à aller vers le monde des idées, le monde intelligible. Où on ne va pas regarder avec ses yeux, mais on va apprendre à percevoir avec son intellect. On va apprendre à percevoir avec son intellect. Platon disait, c'est dans les notes de la République, de ce livre-là, que le corps est la prison de l'âme. On va revenir sur ça en conclusion. Pour l'instant, je reviens sur le texte. Le monde sensible, un monde trompeur, le monde sensible, hein, un monde qui est trompeur, et on va sortir dans un monde intelligible dans lequel on peut prétendre atteindre la vérité en percevant non avec nos sens, les yeux, en percevant non pas avec nos sens, mais en percevant avec notre intellect. Alors, je cite, très intéressant, je cite le début là de la troisième partie, et si repris, je dis Socrate, on l'arrache, le prisonnier, et si repris, on l'arrache de sa caverne, c'est-à-dire du monde sensible, par force,
qu'on lui fasse gravir la montée rude et escarpée, et qu'on ne le lâche pas avant de l'avoir traîné jusqu'à la lumière du soleil, ne souffrira-t-il pas vivement et ne se plaindra-t-il pas de ses violences? Vous avez vu le cheminement difficile qu'il faut faire pour atteindre la vérité. Ne se plaindra-t-il pas de ses violences? Et lorsqu'il sera parvenu à la lumière, pourra-t-il, les yeux tout éblouis par son éclat, distinguer une seule des choses que maintenant nous appelons vraies? C'est dans le monde intelligible qu'on peut atteindre la vérité, certainement pas dans le monde des sens qui est trompeur. Alors là, c'est intéressant. Donc vous voyez, il n'est pas habitué, le prisonnier. Mais plus il va être à l'extérieur, plus il va s'habituer à la lumière. Alors il va s'y habituer par étapes. D'abord, ses yeux vont s'habituer, par exemple, à distinguer les ombres. Et puis après, il va commencer à distinguer les images des hommes et des objets qui se reflètent dans les eaux. Puis il va commencer à distinguer, voilà, les objets eux-mêmes. Il va à un moment arriver à regarder le ciel. Et à la fin, alors c'est intéressant, à la fin, j'imagine, à la fin, j'imagine, ce sera le soleil, non ces vaines images réfléchies dans les eaux ou en quelque autre endroit, mais le soleil lui-même à sa vraie place, qu'il pourra voir et contempler tel qu'il est, et non pas tel qu'on imagine. C'est ça peut-être atteindre la vérité. Contempler avec son intellect les choses telles qu'elles sont vraiment, et non pas les regarder avec ses sens et les percevoir telles qu'on les imagine. Prisonniers de nos illusions. Oh punaise, c'est pas mal ça. Bon, je plaisantais, je reviens ici. Donc vous voyez, chez Platon, il y a quelque chose là de très intéressant. C'est-à-dire qu'on peut atteindre la vérité chez Platon parce qu'elle existe. On peut atteindre la vérité chez Platon parce qu'elle existe. Chez certains sceptiques, on ne peut pas atteindre la vérité parce qu'elle n'existe pas. Donc chez Platon, on peut atteindre la vérité parce qu'elle existe. Toutefois, c'est un cheminement difficile et douloureux. Douloureux et qui, pour reprendre Paul Ricoeur, a même un prix. Un collègue que je remercie m'avait prêté un cours de Paul Ricoeur des années 60 cet été que j'ai lu attentivement et Paul Ricoeur dit que Platon explique que la philosophie c'est une voie, une ascension, il dit ça dans La République, mais la philosophie c'est aussi une fuite, une évasion d'ici-bas vers un au-delà. Il faut s'évader au plus vite, fuir, quitter l'au-delà au plus vite et atteindre, vous voyez, dans l'au-delà, ce monde intelligible, ce monde des idées. Ça voudrait dire que quelque part, la réussite sur le plan philosophique impliquerait un échec sur le plan de la vie. On reviendra sur ça quand on verra l'échange entre Calliclès et Socrate. Il y a, il y a cette idée, nous dit Paul Ricoeur, que la philosophie chez Platon serait l'échec de la vie et qu'il faut perdre le monde d'ici-bas pour trouver et son âme et la vérité dans un monde autre, Paul Ricoeur va même plus loin, et il parle à un moment, je cite Paul Ricoeur, il dit chez Platon, il y a la nuit de la mort qui coïncide avec la lumière de l'entendement dont le soleil est le mythe. Ben oui, quelque part, l'obscurité et la lumière sont symbiotiquement liés dans l'allégorie de la caverne, même s'ils s'opposent. Alors on peut discuter de cette idée, Moi je ne suis pas du tout platonicien et je ne crois pas en l'existence d'un monde sensible et d'un monde intelligible qui serait celui des idées. Descartes non plus d'ailleurs. Pour Descartes, il n'y a pas le monde sensible et le monde intelligible. Il y a les représentations des sens et les représentations de l'intellect. Toutes les deux qui sont rattachées à l'esprit et à la pensée. Les représentations sensibles sont la jeunesse de la pensée et les représentations intellectuelles sont sa maturité. Mais il n'y a pas cette division d'un monde sensible et d'un monde intelligible. La vérité, à un moment, chez Descartes, est objet et objet est relié à la pensée.
Je pense donc j'existe. Bon bref, ça on parlera parce que je vois que le temps passe. Nietzsche d'ailleurs critiquait les hallucinés de l'arrière-monde, Platon et Descartes d'ailleurs, c'était les hallucinés de l'arrière-monde. Est-ce qu'il faut renoncer à ici-bas pour atteindre dans le monde de l'intellect finalement la vérité, atteindre le bien, atteindre la vertu ou je ne sais peut-être quelle autre illusion, retournons contre Platon ses propres armes. À un moment il faut croire Platon, voilà. C'est Platon qui nous dit que voilà, il faut sortir de la caverne, peut-être c'est pas vrai. Nietzsche nous dit c'est l'inverse. C'est-à-dire quand vous sortez lisez les 20-30 premières pages de Ainsi parlait Zarathustra, quand vous sortez de la caverne, vous rencontrez quoi? La bêtise, la méchanceté humaine. Donc, à un moment, le sage, il est presque tenté de retourner, dans la caverne. Alors bon, à un moment, il va quand même ressortir, mais quand il sort, il va pas rencontrer la lumière. Et peut-être qu'il faut en finir avec les hallucinations de l'arrière-monde et penser ce monde-là, ce monde dans lequel on existe. Quelle nouvelle valeur je peux créer dans ce monde-là pour améliorer la vie, pour résister à la bêtise, pour me comporter dignement, pour avoir cette puissance expressive qui non pas focalise sur la destruction ou la négation, mais qui s'engage dans la voie de l'affirmation et l'affirmation d'une certaine puissance qui améliore la vie en rejetant la bêtise et toutes les aliénations qui sont ici-bas. Bon, j'ai assez parlé. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Prenez soin de vous, soyez prudents et à très bientôt.